Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 10 mars 2024 et on va faire le point sur une semaine qui aura été assez tranquille finalement. On termine plutôt pas trop mal, c'est pas l'euphorie. On a eu un reversal en fin de semaine qui nous a fait un tout petit peu peur sur la thématique de l'intelligence artificielle, mais apparemment c'est rien d'autre que du très normal. Et puis on a eu évidemment la Fed, la BCE, enfin tout le monde qui a parlé cette semaine. Et puis quand on fait le bilan final, ça va plutôt dans la bonne direction et on a presque envie de dire que le plan se déroule sans accroc. Est-ce que c'est un signe comme quoi les marchés vont continuer à monter encore et encore, ou est-ce que c'est un signe que finalement on a atteint ce qu'on voulait, c'est-à-dire ce début de cycle de baisse des taux qui va commencer normalement au mois de juin. C'est une certitude, hein, la monstre certitude qu'on a, comme on avait la certitude que ça baisserait déjà en mars. Mais on verra si ça nous permet de continuer encore le mouvement ou si finalement le fait qu'on ait déjà pricé cette baisse des taux fera que peut-être c'est maintenant qu'il y aura quelques prises de profit. En tous les cas, pour l'instant, les tendances sont toujours bien affirmées. Pour ce qui est du reste, il y a eu 2-3 petits points de doute, mais on s'en sort pas trop mal sur cette nouvelle. On regarde ça tout de suite. Je m'excuse déjà d'avance pour ma voix. J'espère que j'arrive à aller jusqu'au bout de la vidéo sans être complètement aphone. Et j'espère que je serai complètement en état demain matin de pouvoir vous faire le Morning Bull avec une vraie voix à peu près normale. Je prends mes médicaments, je fais un suivi de gargarisme, donc ça devrait bien se passer. Donc si l'on fait le point de ce qui s'est passé la semaine dernière, eh bien oui, on a eu donc ces fameux témoignages de Monsieur Powell. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a déjà pas mal abordé le sujet lors des Morning Bull, mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il a quand même laissé lâcher surtout une petite phrase dans le deuxième témoignage en disant que les taux pouvaient et allaient baisser cette année. Donc ça, c'était plutôt rassurant et c'est ce que le marché attendait, hein. Ça fait un moment qu'on commençait à... Je dirais pas douter, mais il y avait quelques courants qui commençaient à douter en se disant « Ouais, ils sont en train de nous bullshiter là, sur leurs histoires de baisser les taux et ils vont jamais le faire en 2024. » Il y avait d'ailleurs déjà certains analystes qui avaient déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de baisse des taux en 2024. Monsieur Powell en a décidé autrement pour l'instant et en tout cas par rapport à la communication qu'il nous a transmise. Et lui, il est toujours au quiche. Il va toujours dans cette direction de dire « Je vais baisser les taux, mais avant, j'ai besoin de confirmation. » Et les confirmations, vous le savez, ça passe par l'inflation et le marché de l'emploi. On va reparler du marché de l'emploi dans quelques secondes, mais l'un dans l'autre, ça a l'air quand même sur un certain point, pour ce qui est du marché de l'emploi, d'aller dans la bonne direction. L'autre banque centrale qui s'est réunie la semaine dernière, eh bien, c'était la BCE, la Banque Centrale Européenne était de sortie, Madame Lagarde était de sortie. Alors le speech, quand vous relisez, on a un peu l'impression qu'ils ont utilisé Google Translate, et puis ils ont repris le même texte. Bon, en même temps, c'est aussi en anglais, donc ça changeait pas grand-chose, mais c'est vrai que Madame Lagarde a abordé les mêmes sujets en disant qu'elle était optimiste parce que finalement l'inflation était moins pire que prévu. Alors quand on dit moins pire que prévu, ça ne veut pas dire que la hausse des prix reflue, ça veut dire finalement que la hausse des prix grimpe moins vite que ce qu'ils attendaient. Donc ils attendaient toujours une forme d'inflation, mais ça monte quand même moins vite, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, elle a exclu toujours, pour l'instant, de baisser les taux, mais on sait qu'elle peut exclure ce mois et changer d'avis le mois prochain, donc ça c'est pas un réel problème. Et on voit un peu par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et comment Powell se positionne, on s'attend quand même que le jour où Powell commence à baisser les taux officiellement, on suppose que Lagarde va faire de même et suivra simplement le mouvement. Sachant qu'ils ont déjà eu beaucoup de retard à l'allumage à l'époque de la hausse des taux, eh bien j'imagine qu'ils ne vont pas laisser passer l'occasion cette fois de baisser en même temps que tout le monde. On va faire un détour par les chiffres de l'emploi. Alors les chiffres de l'emploi, on ne va pas rentrer dans les chiffres eux-mêmes, on va juste rentrer dans la réalité des choses. Grosso modo, cette semaine, on a vu plusieurs chiffres aux États-Unis qui montraient une certaine faiblesse, que ce soit sur les jobs, que ce soit sur les jobless claims, que ce soit sur les chiffres ADP, tout était en dessous des attentes. Et puis il y a eu en fin de semaine, bien sûr, les NFP qui ont eu lieu vendredi dernier. Les chiffres étaient nettement en dessous des attentes, encore une fois, un bon paquet, quasiment 30 ou 40% en dessus. Je ne reviens pas sur les chiffres exacts, on s'en fout, c'est pas très important. Mais à l'intérieur de tout ça, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, le marché, il est monté quand même. Il est monté quand même et on se dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Et je vous en parlais vendredi matin dans le Morning Bull. Je disais, mais attends, de toute façon, si les chiffres sont trop bons, on dira, l'économie va bien. Et si les chiffres sont trop bas, on dira, ça va comme la Fed, elle veut. Et donc, on est content. Et là, les chiffres sont sortis au-dessus des attentes, donc l'économie va bien, donc c'est assez logique que le marché monte. Le marché ne pouvait pas baisser sur les chiffres de l'emploi, ça paraissait assez évident. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut regarder à l'intérieur des chiffres, c'est ce qu'on nous donne et ce qu'on leur fait dire. Alors là, vendredi dernier, on a
une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils ont créé plus d'emplois que prévu, donc ça c'est bon pour l'économie, donc ça on est content par rapport à ça. Et puis alors, le taux de chômage a augmenté, il est passé de 3,7 à 3,9%. Et ça c'est bon pour la Fed, parce que ça veut dire que, oui, il y a eu plus d'emplois créés, mais l'un dans l'autre, il y a de moins en moins de jobs. Alors là, des fois, on peut se poser la question en disant, mais c'est possible ça, on crée plus d'emplois, mais il y a quand même moins de jobs, il y a quand même plus de gens au chômage, il y a un truc qui joue pour... Enfin bref, peu importe. Néanmoins, le taux de chômage est en hausse et le nombre d'emplois est en hausse également. Donc ça veut dire qu'on a un petit peu de tout dans le meilleur des mondes, hein. On a des choses qui satisfont la Fed, on a des choses qui satisfont le marché. Bref, tout le monde est content et on prend ça pour une bonne nouvelle. Ce qui est assez intéressant surtout, et ça c'est presque un coup de gueule, j'en ai tellement marre, au fur et à mesure des années. Le mois dernier, ils ont révisé les chiffres du mois dernier, encore une fois. Mais pas juste 3-4 000 personnes par-ci par-là, non, 100 000 personnes. Ah, on s'est gouré, on avait dit 325 000, non, mais en fait, c'est 225 000. Les mecs, ils corrigent les chiffres et ils corrigent les chiffres du mois d'avant, toujours à la baisse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 derniers mois, on a eu des réactions de marché qui étaient biaisées, puisqu'on a interprété les chiffres de l'emploi qui étaient faux. Donc on a pris une réaction, on a pris une décision d'investissement, on a pris une tendance dans les marchés, alors que fondamentalement, les chiffres étaient bidonnés. Et c'est comme ça tout le temps. Si on regarde un peu dans l'histoire, les chiffres qui nous sortent, les non-farm payrolls qui nous sortent tous les mois et voire les mois d'après, ils corrigent jusqu'à 2 à 3 mois en arrière. Donc c'est vrai que les mecs, ils vous vendent des chiffres qui sont bidons. C'est des chiffres qui ne veulent rien dire et qui sont chaque fois corrigés. Mais je ne comprends pas comment aujourd'hui encore on peut passer nos vendredis matins en disant « Ouh, aujourd'hui il y a une non-farm payrolls, comment on va faire ?» Non mais c'est du bullshit, c'est que du bullshit. Ces chiffres ne veulent rien dire, ils sont interprétés à la ramasse, chacun fait ses interprétations personnelles, mais à la fin, ces chiffres sont bidons et bidonnés surtout. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Néanmoins, nous, en tant qu'investisseurs, comme on a une mémoire super courte, on prend les chiffres, ah c'est positif, bam, on monte, et puis on se rend compte que le mois suivant c'est négatif. Mais on s'en fout parce que ceux qui arrivent maintenant, ils sont plutôt pas trop mal. Mais du coup, en fait, notre décision du mois dernier, elle était biaisée. Alors je sais pas ce que ça peut avoir comme conséquence sur le long terme, mais à un moment donné, il faut juste arrêter de nous prendre pour des cons avec ces chiffres complètement stupides. Néanmoins, on est obligé de faire avec puisque tout le monde les regarde et que c'est l'obsession du premier vendredi du mois. Mais encore une fois, et c'est pas simplement depuis 3-4 semaines, hein, ça fait juste comme c'est comme ça depuis toujours. Je me souviens que dans les années 2000, à un moment donné, il y a des chiffres de l'emploi qui sont sortis, et par rapport à ces chiffres de l'emploi, la Fed a pris une décision sur les taux, ils ont monté ou baissé les taux, je ne me souviens plus, et puis le mois suivant, on s'est rendu compte qu'ils s'étaient gourés de 150 000 personnes. Résultat, ils ont monté des taux pour des chiffres qui étaient faux. Et donc, on continue dans cette espèce de logique complètement débile avec des chiffres qui sont bidonnés. Donc, je sais pas, soit les mecs qui publient les chiffres, ils disent « je peux pas les publier le premier vendredi du mois, c'est trop vite, il faut nous laisser plus de temps pour faire les calculs, on les publiera plus tard et ils seront exacts », soit on arrête de se prendre la tête avec ces chiffres. Enfin, je dis ça, je dis rien parce que je sais que personne ne va m'écouter, mais sur le fond et sur la forme, ces chiffres sont complètement ridicules. Néanmoins, vendredi dernier, ils étaient juste parfaits parce qu'ils étaient plus forts d'un côté et plus forts de l'autre. Mais l'un dans l'autre, ça veut dire que la Fed est dans la bonne direction. Et donc, tout ce qu'on peut retenir des NFP, c'est que ça devrait rassurer la Fed et ça nous confortait dans notre espoir de voir baisser les taux au mois de juin. Si là, en écoutant tout ça, vous dites que la finance n'est pas un milieu extraordinairement merveilleux, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et il y a une chose qu'il faut noter sur la fin de la semaine, alors je sais, c'est pas un titre suisse et on est dans le Swiss Bliss, mais aujourd'hui, comme on ne parle que de ça et que c'est presque plus important que les indices américains, il faut quand même signaler le reversal de Nvidia. Alors tout le monde en parle depuis des mois, hein, parce que Nvidia monte verticalement depuis des semaines et des semaines et des semaines. C'est un titre qui bat des nouveaux records tous les jours depuis 3 semaines. Tout le monde est en train de se dire « Ouais, mais à quel moment ça va s'arrêter de monter ?» Visiblement, ça s'arrête de monter quand on s'approche des 1000 $. Et dès qu'elle a atteint les 1000 $, il y a une espèce de reversal monstrueux dans le marché. Alors de nouveau, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce que Madame Pelosi a vendu ses calls. Je ne sais pas s'il y en a qui anticipent ou qui savent quelque chose, je ne sais pas si le CEO est en train de vendre ses propres actions. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est parti très vite à la baisse. Et que quand vous regardez le candlestick qu'on verra tout à l'heure sur les graphiques, c'est pas beau du tout. Un candlestick de renversement comme ça, d'un point de vue analyse technique, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est très moche. C'est très moche parce que c'est extrêmement violent. Et en plus, en base weekly, c'est encore plus violent. Bref, c'est pas terrible sur le renversement. Et ça pourrait laisser supposer qu'éventuellement tout le secteur pourrait être victime d'une série de prises de profit. Après, il faut voir qu'aujourd'hui, en termes de performance, on est revenu plus ou moins au même niveau sur les semi-conducteurs
que nous étions en l'an 2000. Et donc, quelque part, on peut imaginer qu'il y a quelques gros comptes qui ont essayé de jouer quelque chose sur Nvidia pour provoquer l'avalanche. Maintenant, quand on regarde le comportement de d'autres types d'assets ultra spéculatifs, on peut aussi se dire que c'est peut-être simplement des gars qui ont tapé dessus vendredi soir, qui vont mettre Nvidia sous l'eau lundi, puis qui rachèteront mardi pour jouer le rebond, pour aller chercher les 1400 sur Nvidia. Ça, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, le retournement de vendredi était assez spectaculaire. Et si vous suivez un peu ce qui se dit dans les médias financiers ce week-end, ça pose quelques questions, ça soulève quelques questions. Et on commence à se demander si, à ce niveau-là, je crois qu'il y a un pic quand même de 75 sur Nvidia, si ça continue de valoriser correctement et qu'on peut supposer qu'elle va gagner autant de fric les 3 prochaines années que ce qu'on a déjà escompté. Ça, c'est aussi des questions qui peuvent être soulevées. Enfin, peu importe, ça reste une des méga stars du marché et c'est assez important de signaler que la méga star s'est quand même pris une grosse claque dans la gueule vendredi soir et que ça peut faire bizarre la semaine prochaine, même si on n'a pas non plus l'impression qu'on est en mode panique sur Nvidia. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la probabilité de voir baisser les taux au mois de juin est extrêmement élevée. Toutes les planètes sont alignées pour l'instant. Alors il y a juste l'inflation qui devrait baisser un petit peu, hein, ça c'est la grande question. D'ailleurs il y aura le CPI la semaine prochaine. Alors je ne sais pas ce qu'on va en faire du CPI puisque certains membres de la Fed nous ont dit que ouais mais de toute façon nous le CPI on s'en tape, on le regarde pas vraiment, il est mal calculé. Donc on ne sait pas si ça aura de l'importance. Néanmoins, on verra si le CPI est encore une fois en hausse. On pourra se poser 2-3 petites questions sur la possibilité réelle de voir baisser les taux. Mais en tout cas, pour l'instant, on a acquis un niveau de confiance assez élevé pour se dire que cette fois, c'est sûr, au mois de juin, on baissera les taux et on n'en parle plus. Alors maintenant, comme je le disais et comme je l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est les mêmes qu'on dit c'était sûr qu'on allait baisser les taux au mois de mars. Mais pour l'instant, le mois de juin a l'air d'être la prochaine cible et on aura nos réponses au niveau du CPI. Après, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que si vous regardez un petit peu dans l'histoire des baisses des taux, en général, je dis bien, quand le cycle commence, hein, donc quand la Fed arrive, bonjour, on a décidé de baisser les taux de 25 basis points, généralement à ce moment-là, sell-off, et puis ce sell-off, il dure souvent assez longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de se dire, ok, maintenant c'est bon, on est vraiment parti dans un nouveau cycle et on peut commencer à racheter. Alors là, on a anticipé la baisse des taux, ce qui mathématiquement et financièrement est super logique de voir les taux qui baissent, donc les marchés qui montent. Alors nous, on a anticipé, mais alors big time, cette baisse des taux, avec 25% de hausse depuis qu'on s'y attend. Et on peut se demander si le jour où on va l'avoir pour de vrai, on va vraiment pouvoir continuer à monter encore 15%. Ça, c'est une grande question. Alors Goldman Sachs a monté ce week-end, je crois, ou en fin de semaine, son target sur le S&P 500 parce que tout va tellement bien peut-être que je me trompe, mais c'est clair qu'on a un risque quand même de voir un petit moment de dire oui, mais on avait quand même un peu pricé cette baisse des taux. Mais pour ça, pas d'urgence, parce que là, on est mi-mars, donc il nous reste encore, 2 mois et demi avant de voir vraiment si ça aura un effet, ce fait de dire ce qu'on appelle dans le marché, vendez la nouvelle, sell the news, pour que l'on puisse voir si c'est valable ou pas. En tous les cas, Goldman Sachs, eux, ils ont remonté leurs objectifs sur le S&P 500, et puis en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de révisions, de earnings, de résultats qui sont faits à la baisse pour le prochain trimestre. Donc les analystes sont de nouveau en train d'être super prudents, donc on verra un peu ce que ça donne sur la prochaine saison des résultats. Autrement, dans les autres petits trucs à retenir, eh bien l'or continue à relativement bien se comporter. On peut comprendre le bon comportement de l'or pour la notion de valeur refuge, hein, quand vous avez les excités au gouvernement français qui sont tous en train de mettre l'uniforme militaire pour s'en prendre à la Russie, eh bien forcément il y a des craintes de tensions militaires assez élevées quand même, et donc du coup c'est assez logique que les gens se repositionnent sur l'or. Et quand vous écoutez les discours de tous les mecs qui sont là-bas au gouvernement à Paris, on se réjouit de les voir en uniforme sur le front, hein, parce que ça sera rigolo. Mais malheureusement, je pense que c'est pas eux qui vont y aller, mais c'est d'autres qui vont se faire massacrer si jamais. En tous les cas, ça crée une tension pour nous du côté de l'or, et l'or continue de monter. Autrement, on a eu le Bitcoin qui a tapé les 70 000 $, ça il faut le signaler également. Et puis, on a le pétrole qui n'arrive pas à casser sa résistance de 80,5 ou 80 $, malgré le fait que l'OPEP+, donc l'OPEP+, les Russes, ont décidé de continuer à garder les coupes de production qu'ils avaient mis en place depuis plusieurs mois. Donc pour l'instant,
Le pétrole semble mûr pour revenir un petit peu. Il n'ira pas très bas à mon avis pour essayer de tenter une nouvelle cassure à la hausse. C'est un peu le sentiment que j'ai sur le baril. Et puis autrement, ce qu'il faudra aussi retenir, c'est que durant la semaine qui vient de s'écouler, on a quand même eu pas mal de stratèges qui sont en train de dire attention, là on va un peu trop vite, un peu trop haut et on se pose un peu trop plus assez de questions, on va dire ça comme ça. Et de plus en plus de gens commencent à tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, il va y avoir une correction, attention, il va y avoir un sell-off. Alors, bon, moi je suis plutôt prudent depuis quelques temps et je ne suis pas super à l'aise dans cette hausse permanente, vous l'avez ressenti certainement. Mais néanmoins, quand tout le monde vient nous dire attention, ça va baisser, j'ai plutôt envie de dire que je vais continuer d'acheter, puisque de toute façon, vaut mieux être contrariant et pas dans le même sens que les autres. Parce qu'en général, en tout cas, si on parle de grosses corrections ou de grosses crashs, de gros crashs, bah, c'est pas comme ça que ça se produit. Hein, le crash annoncé, ça n'existe pas. Ou alors on comprend seulement après qu'il y en a un ou deux qui ont été juste sur un malentendu, un peu à l'image de Madame Garzarelli en 87 ou de Monsieur Roubini en 2009, qui lui est toujours méga bearish et puis qui nous sort chaque jour une nouvelle théorie pour justifier et envisager la baisse future. En Suisse, au niveau des chiffres économiques qu'on a vu la semaine dernière, eh bien ça se passe plutôt bien puisque le chômage a diminué en février à 2,4% et que le nombre de nuitées d'hôtels est monté à 3,1 millions en hausse de 2,2%. Donc ça va plutôt pas trop mal du côté de la Suisse, même si ça se voit un petit peu moins sur son indice boursier que dans les autres pays qui vont pas forcément aussi bien. Si on regarde les performances de la semaine, donc vous le voyez, le pétrole en baisse de 2,65% et dans l'autre extrême, le Bitcoin en hausse de 10%. Et puis pour le reste, eh bien, ça se bagarre sur le côté du Hang Seng. Le Nasdaq termine en baisse. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu ça, moins 1,17%. Je reviens sur la correction de Nvidia vendredi soir. Le Dow Jones en baisse de 0,9%. Le Nikkei, qui malgré ses records en série, est en baisse de 0,53% sur la semaine. Et puis en Europe, eh bien, ça continue, hein, plus 0,43% sur le DAX. Le Semiconductor Index qui est encore dans le vert. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué la semaine prochaine. Le CAC 40 au-dessus des 8000 plus 1,8%. La Suisse qui monte de 1,33%. Alors ça, c'est pas tous les jours. On y reviendra en détail tout à l'heure. Et puis autrement, à noter l'or plus 4,3%, l'argent qui monte de 5%, ça c'est aussi rare à voir. L'argent, il semblerait qu'il y a de plus en plus de problèmes de production, donc un énorme shortage qui est en train de se créer sur l'argent. Et puis bah, l'or, comme je vous l'ai dit, la peur de la guerre totale fout un peu les jetons et permet à l'or de continuer de monter. Et sur les meilleures performances de la Suisse, eh bien c'est l'UBS qui est en tête avec 6,8%, on y reviendra, Givaudan qui prend 5,2%. Et de l'autre côté, Kuehne + Nagel qui perd 4,9%, Novartis en baisse de 2,25%. Et puis pour le reste, c'est plutôt à l'équilibre. Alors on notera quand même Roche qui reprend 2,4%, Nestlé qui finit enfin une semaine en hausse, plus 1,37%, Richemont qui fait partie des Super 7 en Europe qui prend 1,36%. Bref, une relativement bonne semaine sur le SMI, c'est pas toutes les semaines que ça se produit, mais l'un dans l'autre, on s'en sort pas trop mal, et comme vous le voyez, il y a d'abord une majorité de titres qui terminent dans le vert, mais il y a quand même pas mal de gros qui sont dans le vert. Hein. Donc UBS n'est pas monstrueux dans le SMI, mais le fait de voir des Swiss Re, des Zurich, des Roche et des Nestlé dans le top 10 fait que ça justifie la bonne performance du SMI sur la semaine. Après les performances, on attaque donc l'aspect technique des choses. Voici donc le S&P 500 à tout seigneur, tout honneur. Donc comme vous le voyez, multiples records historiques durant la semaine. Alors on va pas besoin de faire des grandes théories d'analyse technique, hein. Pour l'instant, la tendance, elle est parfaitement établie sur le S&P 500, et tant qu'on ne sort pas de ce canal d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas craindre grand-chose. Alors malgré la fin de semaine un petit peu décevante avec la grosse pression de Nvidia que l'on voit clairement ici sur les deux derniers candles, eh bien, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter pour l'instant. Mais comme vous allez le voir dans quelques minutes sur Nvidia, c'est pas aussi simple que ça à envisager. Le Nasdaq, vous voyez que lui, c'est un peu plus compliqué. Si on se base sur la tendance qu'on avait jusqu'à maintenant, avec cette tendance-là que j'ai dessinée il y a bien longtemps, on a fait plusieurs tentatives, on est sorti, rentré, sorti. Là, on ressort de nouveau. Hein. Donc, avec la baisse de Nvidia hier soir, vendredi soir,
pardon. Eh bien là, on a quand même une pression, on voit une cassure ici de cette tendance du bas du canal qui n'est pas forcément très très rassurant. Donc il faudra surveiller, savoir si on arrive à tenir le coup au niveau de cette espèce de bricolage ici pour repartir à la hausse, ou alors sinon on a la première obvious visible et attendue autour de la moyenne mobile des 50 jours qui pourrait venir combler le gap qu'on a laissé ici et rechercher les bas de ce niveau-là. Donc à surveiller quand même sur le Nasdaq, peut-être qu'on se prépare quand même quelques jours de pression vendeuse. Alors le SOX, évidemment, quand on voit ce qui s'est passé sur Nvidia, eh bien il y a une logique, hein. Là, notre tendance également qu'on a, et j'expliquais la semaine dernière qu'elle était très raide, on a l'impression qu'on veut réintégrer la tendance. Alors il faudrait zoomer beaucoup pour savoir si on est techniquement revenu dessous. Là, vous voyez que le closing est de nouveau dans cet environnement-là, donc dans cette zone-là. Donc ça pourrait laisser supposer qu'on peut avoir une pression qui peut tenter de venir rechercher les bas du canal. Mais même là, quand même, vu l'environnement, à moins qu'il se soit vraiment passé quelque chose de monstrueux, j'imagine assez mal qu'on puisse envisager un retour aussi violent dans l'immédiat avec l'optimisme qu'on nous vendait. Néanmoins, sur le SOX, là aussi, hein, si on parle de gap, on a laissé un gap ici, il y a encore un petit bout de chemin. C'est pas monstrueux par rapport à la performance, mais là on est à 4957 sur le SOX. Et si on arrive à descendre à 4000 sur ces niveaux-là, on est à 4750, ça fait quand même 250 points. Ça peut faire du sport. En Europe, le DAX termine pratiquement au plus haut de tous les temps. Alors ne me posez pas de questions, j'avoue que quand je vois la performance du DAX, je me demande où est-ce qu'il cache tous les titres techno et de l'intelligence artificielle à l'intérieur du DAX. Mais bon, c'est spectaculaire et le DAX est donc au plus haut de tous les temps. Même chose en France, hein, le CAC 40 termine sa semaine au plus haut de tous les temps, les 8000 ont cédé, tout va bien, c'est le paradis en France, il n'y a aucun problème, ça rigole. Je suis bluffé là aussi par le comportement de ces indices qui restent extrêmement forts. Et puis la Suisse, alors vous voyez, la Suisse, j'ai délibérément terminé par la Suisse cette fois, mais globalement vous voyez qu'on est, là on est en train de vivre quelque chose d'assez impressionnant parce que après avoir quand même, excusez-moi du terme, mais merdouillé sur cette zone-là en bas il y a quelques temps, vous voyez que là on a cassé notre triangle ascendant ici et que là on est en train de casser l'équivalence dans l'autre sens, donc on est en train d'accélérer encore. Et là, on est revenu quand même gentiment au niveau de mai 2023, ce qui n'est quand même pas peu dire, et que le prochain target, il est quand même vachement élevé. Alors, je ne sais pas si tout d'un coup, il y a un retour de la value et que tout le monde se dit « Ah, mais la Suisse, c'est quand même pas mal ». Bon, on l'a vu sur les chiffres économiques, c'est pas mal par rapport à d'autres pays, c'est moins dynamique, mais c'est constant et peut-être qu'un certain retour de la value pourrait être intéressant. Et on verra tout à l'heure sur l'intérieur du SMI qu'il y a peut-être 2-3 choses à observer attentivement ces prochains temps si on part du principe que le SMI est en train de partir à la recherche des 12 000. Et dernier point technique, donc Nvidia. Alors c'est pas un point technique, mais ça vous allez le voir et revoir sur plein de médias financiers. Le renversement de tendance hier, enfin vendredi encore une fois, a été juste complètement ahurissant. Vous voyez que c'est méga violent et donc je sais plus, ça représente 130 milliards de market cap qui ont été effacés sur Nvidia en l'espace de quelques minutes. Mais vous voyez que si on observe juste ce candlestick, ces quelques candlesticks qu'on a dans le carré ici, c'est quelque chose d'assez impressionnant et c'est jamais de bon augure. Si vous regardez la version weekly, donc ça c'est chaque candlestick représente une semaine, vous voyez que ce genre de candlestick c'est juste pas beau, c'est juste pas bon, c'est clairement un signe de renversement de tendance. Alors la grande question c'est est-ce que le renversement de tendance il est comme ça ou est-ce que le renversement de tendance il est comme ça. Donc ça c'est des choses qu'il va falloir surveiller ces prochains temps. Mais vous voyez aussi que sur le weekly, le RSI est extrêmement élevé également sur Nvidia. Donc on a beau rôle de dire, mais aujourd'hui c'est clair que le retournement était plutôt assez logique et que la fatigue enquillée par ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quasiment 9 semaines de hausse sans discontinuer peut se justifier. Sur ces 9 semaines, je rappelle quand même que Nvidia est parti de 489 pour aller au top là à quasiment 1000 balles. Hein. Donc c'est juste quelque chose de méga impressionnant à surveiller qui sera probablement un des centres de la semaine prochaine.
En ce qui concerne les vedettes de la semaine, alors on a VAT Group qui a vécu une mauvaise année en 2023. Grosso modo, pas des chiffres extraordinaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le CEO, le patron de VAT, pense que ça va être tout bon cette année. Il est très optimiste sur l'avenir. Et puis surtout sur l'année prochaine encore. Ils ont mis aussi beaucoup d'investissements dans le domaine des semi-conducteurs. Donc pas mal d'optimisme sur VAT Group au niveau du management et voilà ce que ça donne sur le titre. Alors pour ce qui est de VAT Group, eh bien vous voyez le graphique à l'instant, donc ça s'est relativement bien passé sur des résultats qui n'étaient pas exceptionnels et on finit la semaine quasiment en revenant sur les plus hauts de 2022. On a échoué quand même, parce que là ça retourne quand même pas mal à la baisse. Mais néanmoins, on voit qu'on va tenter et qu'on a l'air de vouloir être prêt à continuer. Et si, quand on écoute les commentaires du CEO, s'il s'attend à des belles années à venir, eh bien, on a un sacré potentiel pour aller chercher les plus hauts historiques ici et puis ensuite pour aller courir derrière. La Banque cantonale de Genève, alors c'est pas le titre le plus liquide ni celui qu'on traite le plus, mais pour ceux qui font de l'investissement long terme, il faudra retenir que la Banque cantonale de Genève a quand même augmenté son bénéfice de 31,4% à 231 millions de francs suisses en 2023. Et le conseil d'administration va augmenter son dividende à 6,50 francs pour se féliciter et pour remercier les actionnaires pour l'année écoulée. À surveiller parce que sur le long terme et sur l'investissement pour les locaux, c'est plutôt pas trop mal. Et voilà ce que ça donne sur le graphique. Alors comme vous le voyez, le graphique de la Banque cantonale, c'est pas le graphique le plus passionnant de tous les temps. Néanmoins, quand vous voyez qu'il se passe quasiment rien depuis des mois et des mois et des mois, on voit quand même que, contrairement aux banques régionales américaines, eh bien, ça cartonne plutôt pas mal ces derniers temps. Alors, on peut dire qu'effectivement, la disparition, le regroupement UBS, Crédit Suisse, et le fait qu'il y a pas mal de clients qui se retrouvent un petit peu laissés de côté, a fait que la BCGE en a beaucoup profité. Mais aujourd'hui, vous voyez que son graphe est plutôt sexy. Il accélère beaucoup, c'est clair qu'on aurait été plus sympa de l'avoir à 220, mais là, à 273, on voit quand même qu'il y a nettement une grosse accélération sur la BCGE. Un peu à l'image de son bénéfice. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est encore une fois, c'est que le bénéfice a été annoncé la semaine dernière, mais enfin, on voit quand même que depuis le début de l'année, il y a des gens qui étaient plutôt chauds patates sur la thématique. Et très belle performance de la Banque cantonale de Genève. Peut-être quelque chose à surveiller ces temps. C'est pas le genre de titre le plus passionnant à utiliser en trading, bien sûr, mais par contre, en fonds de portefeuille, c'est toujours relativement intéressant. Huber & Suhner, alors c'est des titres dont on parle pas tout le temps, mais comme c'est un peu la fin de la période des résultats, il y a tout le monde qui vient publier. Donc Huber & Suhner a publié des chiffres nettement en dessous de ce qu'ils avaient fait l'année dernière, donc un gros ralentissement au niveau des bénéfices, moins 24% je crois. Ils gagnent 64,8 millions de francs suisses, mais comme c'était nettement quand même en dessus des attentes du marché qui attendait bien pire, comme c'était moins pire, c'était plutôt pas mal et les gens étaient plutôt satisfaits. Et puis, on annoncera qu'ils avaient en plus annoncé une marge opérationnelle de 9,1%, qui était parfaitement dans la fourchette des attentes du marché. Donc, le titre se comportait plutôt pas mal. Huber & Suhner, ça a été une des méga stars du marché suisse dans les années techno. Là, vous voyez qu'on est bien revenu et avec les résultats et ce qui a été annoncé, donc le fait c'était quand même moins pire. On voit qu'on a quand même pas mal discounté de trucs bien pourris à cette époque-là, avec un croisement des moyennes mobiles, et qu'ici, gentiment, le croisement des moyennes mobiles, il commence à changer de côté. Donc je pense que si on a un repli en direction des 68, revenir sur la moyenne mobile des 200 jours, je pense que ce sera un truc à essayer de choper, parce qu'on est vraiment sorti du canal latéral ici, et qu'à un moment donné, on va avoir un gros signal d'achat qui pourrait la ramener un peu plus haut. Un truc qui pue à mort, c'est Temenos. Temenos, alors vous vous souvenez qu'ils ils se sont fait avoiner par Hindenburg Research qui disait qu'il y avait des magouilles, qu'il y avait des contrats bidonnés, enfin tout ce que vous voulez à l'intérieur de la boîte. Temenos avait démenti mollement, on va dire, et puis ils ont annoncé qu'ils allaient publier leurs résultats annuels, et là ils ont repoussé la publication des résultats à mi-avril,
parce qu'ils veulent mener des vérifications indépendantes de leur comptabilité. Je suis pas sûr que ça laisse augurer quelque chose de très très bon de ce côté-là, parce que si les mecs ont rien à se reprocher, en général, ils balancent tout de suite le contre-missile pour montrer que tout va bien. Et là, ça commence à traîner un petit peu. Donc, résultat de Temenos repoussé à mi-avril. Je ne suis pas sûr que ce soit très très rassurant dans les médias. Bon, Temenos, graphiquement, ça ressemble plus à rien. Mais comme je viens de vous le dire, ça pue quoi. Voilà, ça pue. Le fait qu'ils repoussent encore les chiffres. Alors, ça peut être à double tranchant parce que peut-être en faisant un audit indépendant, les gars vont nous dire oui, mais ça va. Alors, techniquement, franchement, il n'y a rien à vous dire. La seule chose, c'est que si ils arrivent à prouver que tout est clean et que tout va bien, on va rebondir comme des malades. Mais franchement, vu le comportement du management, c'est difficile de trouver des supports, des résistances. Pour moi, ce truc-là, il y a quelque chose qui pue. Et tant qu'on n'a pas réglé la mauvaise odeur, il va falloir être très patient et ne pas toucher ce truc-là au risque de se brûler les doigts. Barème a fait état d'une très bonne progression des résultats sur 2023. Le conseil d'administration propose une augmentation du dividende de 5 centimes à 80 centimes. Et l'un dans l'autre, ça s'est extrêmement bien passé pour Barème. Ça a été très très bien perçu. Et le titre vivait une relativement belle séance lors de la publication de ses résultats. Et puis Barème, alors comme vous le voyez, là aussi, ça a été relativement bien pris par les résultats. On avait déjà bien progressé avant. Ça va être difficile de trouver de l'énergie à très court terme sur Barème, je pense. On peut aussi espérer un petit retour sur la moyenne mobile des 200 jours, aller rechercher les 70, et puis espérer le croisement ici pour développer quelque chose d'assez constructif. Un peu comme Uber Sooner, en fait, on voit qu'il y a certaines valeurs secondaires en Suisse qui sont peut-être en train de prendre une forme de relais par rapport aux grands noms, et qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de développer. Alors peut-être c'est en avance, peut-être qu'ils ont un coup d'avance, mais je pense que c'est pas mal du tout à observer ces prochains temps. Puis alors, l'UBS était sous les feux de la rampe. Alors d'abord, ils ont annoncé qu'ils allaient réduire la taille de leur réseau d'agences à partir du mois d'avril. Bon, il y aura un regroupage des agences UBS et Crédit Suisse. Et d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2025, normalement, il y aura plus de 85% 85 agences en Suisse. Alors, c'est marrant parce que, en fait, quand je suis parti aux États-Unis pour travailler pour l'UBS, justement, quand je suis arrivé là-bas à la journée d'intégration, tout le monde disait, les Américains expliquaient aux autres employés, moi j'arrivais comme employé suisse dans une banque suisse aux États-Unis, et j'étais avec des Américains qui commençaient à travailler pour la banque suisse aux États-Unis. Et le gars qui faisait l'accueil expliquait à tout le monde, ah vous savez, en Suisse, l'UBS c'est comme les églises, il y a une agence dans chaque village. Alors je lui ai dit oui, c'est pas tout à fait comme ça, mais alors là vraiment quelques années plus tard, enfin un paquet d'années plus tard, on se rend compte qu'on est vraiment vraiment loin d'une agence dans chaque village. En tout cas pour ceux qui chercheront une agence bancaire UBS dans les 3 prochaines années, ça va être très compliqué. Il va falloir prévoir de mettre de l'essence dans le réservoir de la voiture. À côté de ça, eh bien Morgan Stanley en a profité pour upgrader l'UBS. Ils l'ont mis sur surachat. Ils étaient sur neutre et ils passent sur achat. Et puis, ils ont augmenté leur cours à 33,29 cours target. Alors, on y est bientôt parce que la vitesse où elle monte, ça se passe plutôt bien. Donc, évidemment, le commentaire de l'analyse de Morgan Stanley, rien d'extraordinaire. Oui, vous comprenez, ils ont racheté le Crédit Suisse pas cher. Donc, forcément, ils vont faire beaucoup d'argent. Bon, voilà, c'est facile, la finance. Il suffit d'avoir l'aide de la FINMA et puis du Conseil fédéral et de la BNS. Et puis, vous faites le meilleur coup d'investissement de votre vie. Dans le sillage de l'UBS, Julius Baer a suivi le mouvement. Parce que tant que ça va bien dans le secteur des banques, autant en profiter. Donc UBS Group, rien à dire, vous voyez le graphe. J'ai mis plein de trucs bleus partout, on s'en fout. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est en train de casser, on a carrément cassé cette résistance. On a cassé cette résistance long terme. Effectivement, quand on entend que Morgan Stanley a un target à 33 francs, ça paraît vraiment pas inaccessible à l'heure actuelle, sachant que, en tout cas, en ce qui concerne le marché suisse, les gars, ils ont tout pouvoir et ils sont maîtres du jeu. Au niveau des 3 gros du SMI, je signalerai simplement qu'il faudra faire attention à Novartis qui a détaché son dividende la semaine dernière et qui revient gentiment en direction de son gros support
autour des 84-85 francs suisses. Je pense que si elle revient autour des 84-85, il ne faudra pas hésiter trop longtemps. Vente de poudre pour ceux qui savent comment ça marche ou qui peuvent le faire, ou en tout cas achat de call ou alors rachat du titre pour essayer de continuer à jouer ce range sur Novartis. Ça fait un moment qu'il est là, ça vaut vraiment la peine de continuer à le faire. Autrement, on notera aussi qu'il y a un petit réveil qui est en train de se dessiner sur Roche. Alors on va pas s'emballer trop vite, mais on a l'impression que le titre commence à construire quelque chose et que le pire est quand même vachement dans les prix. Et puis sur Nestlé, c'est à peu près pareil. On a aussi l'impression qu'après les derniers résultats, on lui a mis la pâtée, mais que là, c'est bon. On essaie encore de faire un nouveau reversal. Donc ce sera la clé et la question pour la suite de l'évolution du SMI. Si ces trois-là commencent à nous faire des rebonds assez sympas, peut-être que dans ces prochaines semaines, on va prendre l'habitude de voir le SMI en tête des meilleures performances de la semaine, pour autant que l'intelligence artificielle ne nous crée pas un crash boursier ces prochains jours. Mais comme je vous l'ai dit, les crashs boursiers, ça n'existe pas, surtout quand ils sont annoncés. Non, enfin, les crashs boursiers, ça existe, mais les crashs boursiers annoncés, ça n'existe pas. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Donc la semaine qui s'ouvre à nous maintenant, c'est CPI, 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 pour savoir si l'inflation est sous contrôle définitivement et qu'elle tente un retour à la baisse qui satisferait la Fed. Donc la Fed serait satisfaite de l'inflation qui ralentit, plus du fait que le marché de l'emploi ralentit également. Donc du coup, la porte sera ouverte à toutes les fenêtres pour baisser les taux dès le mois de juin. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Français, n'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir me voir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live qui sera peut-être en mime parce que j'aurais complètement perdu ma voix. Très bon dimanche à tous et à demain. Bye bye.